Bonjour au cours de master East meets West, Connections and Convergences in Cold War and Post-Cold War Europe. Je m'appelle Martelt Venken, je suis professeur ordinaire de l'histoire transnationale contemporaine à Centre for Contemporary and Digital History de l'Université de Luxembourg. Et aujourd'hui, nous dit bienvenue à Bodo Mrozek qui nous présente une conférence titrée Les sens divisés, histoire olfactive de la partition de l'Europe durant la guerre froide. La modernité, selon Norbert Elias, a agi comme une force de privation sensorielle qui a notamment provoqué l'atrophie de sons comme l'odorat, le goût et le toucher, qualifiés de sons proches. Les théoriciens des médias ont également expliqué la domination des sons dits lointains par les révolutions médiatiques que sont la phonographie et de la photographie. Le XXe siècle serait alors le siècle des images et des sons. C'est l'absolutisme de cette thèse que Bodo-Mrozek voudrait ici remettre en question. Les sons dits proches ont-ils aussi joué un rôle au XXe siècle? La partition de l'Europe était-elle également perçue de manière sensorielle et cette perception était-elle débattue politiquement? Comment les paysages osmotiques ou paysages d'odeurs se sont-ils formés? Comment les odeurs sont-elles politiquement mises en perspective? Et ce qui intéresse Bodo-Mrozek encore plus, c'est de savoir dans quelle mesure les sons eux-mêmes étaient divisés. Il s'agit donc de vérifier l'hypothèse des body politics, selon laquelle le corps est d'abord créé discursivement par la culture et par la politique, en prenant l'odorat pendant la partition de l'Europe durant la guerre froide comme exemple. Dr Bodo-Mrozek est chercheur au Berlin Center for Cold War Studies. Il a étudié histoire à Berlin et Amsterdam et est titulaire d'un doctorat en histoire de Freie Universität de Berlin. Il était Doctoral Fellow à l'Institut Max Planck for Human Development à Berlin, aussi dans les German Historical Institutes à Washington, Londres et Paris. Il était aussi un chercheur postdoctoral à notre centre, le Center for Contemporary and Digital History de l'Université du Luxembourg. Aussi au Centre Zentrum für Zeithistorische Forschung à Potsdam. Il était professeur en histoire et théorie de la musique populaire ad interim au Humboldt-Universität de Berlin en 2018. Il est l'auteur du livre Jugendpopkultur, eine transnationale Geschichte et aussi co-éditeur des deux livres en l'histoire de la culture populaire. Ses intérêts sont l'histoire transnationale culturelle, l'histoire de la culture populaire et l'histoire sensorielle. Bonjour à tous, je m'appelle Bodo Mrozek, je suis historien et je travaille sur l'histoire transnationale, l'histoire contemporaine et l'histoire des sens. Et je vais parler aujourd'hui sur les interrelations entre les sphères différentes. Lorsqu'à l'été 2004, j'ai visité au musée des Alliés de Berlin une exposition consacrée aux Américains en Allemagne. L'une des nombreuses interviews vidéo m'a particulièrement frappé. Il s'agissait du témoignage d'une dame qui avait fui Berlin-Est dans les années 1980 dans le coffre de la voiture d'un Américain alors qu'elle était une jeune femme. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait voulu partir, elle a répondu par une anecdote de son enfance. Un jour, elle avait reçu un de ces colis de l'Ouest envoyés par la famille d'Allemagne de l'Ouest. Entre autres choses, ce paquet contenait un certain type de bonbons occidentaux. Avant même de les avoir goûtés, celle qui était à l'époque une petite fille en avait perçu l'odeur. À ce moment-là, racontait cette dame désormais âgée dans son témoignage vidéo, elle avait compris deux choses. Premièrement, ça,
c'est le parfum de l'Ouest. Et deuxièmement, je dois aller là-bas. Mais cette histoire d'odeur ne s'arrête pas là. Des années plus tard, alors qu'elle se trouvait allongée dans le coffre de la voiture d'un GI américain, elle s'inquiétait de savoir si elle serait découverte au passage de la frontière. Elle perçut une odeur particulière. Cette fois, ça n'était pas un bonbon, mais à cet instant-là, avant même que le couvercle du coffre ne s'ouvre, elle raconte avoir eu, pour la deuxième fois de sa vie, cette sensation très claire, c'est l'odeur de l'Ouest. Elle a compris qu'elle se trouvait désormais en sécurité car les odeurs autour d'elle étaient complètement différentes de celles de Berlin-Est. Ces remarques sont d'autant plus intéressantes que le sujet de l'entretien ne portait ni sur les odeurs ni sur leur perception. Il était question du rôle des Américains. Et pourtant, ce parfum de l'Ouest était apparemment un souvenir si important pour cette femme qu'elle en est venue à en parler de son propre chef. Les odeurs, la division, la politique, la mémoire, y aura-t-il là un lien plus étroit encore? Des thèses de premier plan s'opposent à cette hypothèse. La modernité, selon Norbert Elias, a agi comme une force de privation sensorielle qui a notamment provoqué l'atrophie de sens comme l'odorat, le goût et le toucher, qualifiés des sens proches dans la pentatonique du modèle multisensoriel millénaire. Cette constatation est confirmée dans la longue durée de l'évolution dans laquelle le passage à la station debout est décrit comme une étape de développement allant du quadrupède animal guidé par ses sens au bipède humain pensant, voyant et entendant. Et les théoriciens de médias tels que Walter Benjamin, Marshall McLuhan ou Walter Ong ont également expliqué la domination des sens dits lointains par les révolutions médiatiques que sont la photographie et la phonographie. Le XXe siècle serait alors le siècle des images et des sons. C'est l'absolutisme de cette thèse que je voudrais ici remettre en question. Les sens dits proches ont-ils aussi joué un rôle au XXe siècle? La partition de l'Allemagne était-elle également perçue de manière sensorielle et cette perception était-elle débattue politiquement? Les questions que me guident sont les suivantes. Comment les paysages osmotiques ou paysages d'odeur, en anglais smellscapes, se sont-ils formés? Comment ressent-on la différence sur le plan sensoriel? Comment les odeurs sont-elles politiquement mises en perspective? Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir dans quelle mesure non seulement les smellscapes étaient divisés, mais également les sens eux-mêmes. Il s'agit donc de vérifier l'hypothèse des body politics, selon laquelle le corps est d'abord créé discursivement par la culture et dans ce cas par la politique en prenant l'odorat comme exemple. Pour ce faire, je m'inspire principalement de sensory studies, recherche sensorielle, multidisciplinaires qui ont connu un grand essor ces dernières années. J'ai ici une graphique provenant d'un fichier Zotero qui recense les nouvelles publications sur le sujet et sur lequel vous pouvez voir une nette augmentation des publications sur le sujet. Au sein du champ interdisciplinaire des sensory studies, la sensory history, histoire des sens, est également développée. Elle a des
antécédents plus anciens qu'à les années 1900, des historiens comme Johann Huizinga s'intéressaient au sens humain. Des historiens français de l'école des Annales, comme Lucien Febvre, posèrent les prémices de cette discipline. Mais c'est surtout Alain Cobin qui, dans les années 1980, l'a développé par des recherches empiriques approfondies, comme ses célèbres ouvrages sur le son de cloche ou sur la désodorisation du monde moderne à partir de l'exemple de Paris. Récemment, de nouveaux ouvrages sont parus comme cette histoire universelle des sens par l'historien allemand Robert Jutte, ainsi que plusieurs études de l'américain Mark M. Smith, par exemple sur la guerre civile américaine ou sur l'esclavage, ou plus récemment des livres sur le racisme olfactif. Ces études individuelles sont dominées par une histoire universelle des sens en 6 volumes dirigée par l'historienne canadienne Constance Classen et l'anthropologue David Hose. Les recherches sensorielles s'organisent désormais dans des revues interdisciplinaires, notamment The Senses and Society aux sensibilités, histoire, critique et sciences sociales, et dans des collections d'ouvrages spécialisés tels que les Perspectives on Sensory History. L'un des problèmes de l'histoire sensorielle est la question de sources, en particulier pour les études historiques à l'ère digitale. Car si l'encouragement à utiliser des sources audiovisuelles se fait entendre partout et que de plus en plus d'extraits vidéo et sonores du passé nous deviennent accessibles, au fil de la numérisation se pose toujours la question de leur traitement. Alors que l'histoire des images, des sons ou des médias s'intéresse à l'analyse des sons et des images du passé, elle s'interroge sur les conditions de leur création. L'histoire sensorielle s'intéresse, elle, aux perceptions passées. Comment ces objets médiatiques ont-ils été vus et entendus par leurs contemporains? Il n'est pas facile de répondre à cette question car la réponse réside justement pas dans les images ou les sons eux-mêmes. Cela ne nous aide pas de les percevoir avec nos propres yeux et nos propres oreilles. Cela tient à l'historicité de la perception. Car même si les sources restent inchangées, nos sens ne le sont pas. Nous ne pouvons pas, par exemple, entendre une chanson des Beatles avec les oreilles de l'époque, car des expériences d'écoute totalement différentes préstructurent notre sensorion. Ainsi, à partir de la seule source sonore, nous ne pouvons pas savoir comment ont réagi les gens à l'époque. Au pire, notre perception actuelle nous égare même complètement et l'utilisation de sources médiatiques historiques aboutit à l'effet inverse. Car ce qui nous en semble nostalgique aujourd'hui était peut-être à l'époque une provocation inouïe, chose que nous ne percevons plus du tout. Pensez au cri de fin des Beatles, par exemple. C'est donc vers les informations contextuelles que nous devons nous tourner. Et nous le trouvons principalement dans les transmissions écrites. Un autre changement de perspective découlant des sensory studies est la demande de ne pas s'intéresser qu'à la vue et l'ouïe. Le mot-clé multisensorialité fait référence de la multitude de sens avec lesquels nous percevons l'environnement, par exemple le goût, l'odorat et le toucher. Cette idée de 5 sens remonte à loin, elle fut déjà formulée par Aristote. Elle nous a accompagnés à travers les millénaires et historiquement étonnamment stable. Nous la retrouvons aussi bien dans les allégories du XVIe siècle, comme ce tableau hollandais
que dans les icônes de notre époque, l'homme a 5 sens. En réalité, de nouveaux sens se sont ajoutés au gré de la recherche scientifique, principalement depuis le 19e siècle. La perception de la chaleur ou thermoréception, de la douleur, nociception, ou le sens de l'équilibre, équilibrioception, entre autres. Aujourd'hui, les neurologues distinguent jusqu'à 18 sens individuels différents, y compris les sens dits vestibulaires, comme ceux de la faim, de la tension artérielle, du taux de sucre et d'autres sensations organiques qui peuvent désormais être mesurées par des appareils de mesure au poignet. Face à cette fragmentation, en de nombreux sens distincts, les spécialistes des sciences culturelles sous le terme d'intersensorialité mettent l'accent sur l'interaction des différentes perceptions. La fumée, par exemple, n'est pas seulement perçue par le nez, mais aussi comme une douleur dans les yeux ou les poumons, et elle constitue également un phénomène visuel. Nous entendons la musique non seulement avec nos oreilles, mais aussi par des vibrations dans tout notre corps. Un traitement réellement intersensoriel des phénomènes historiques est néanmoins difficile à mettre en œuvre. Nous devons nous limiter, ne serait que pour des raisons pratiques de recherche. Et il y a déjà beaucoup à rattraper concernant les études traitant des sens individuels. Actuellement, les Sound Studies, recherche sur le son, et la Visual History, l'histoire visuelle, sont en plein essor. On compte déjà aussi quelques études sur le goût et l'odorat à des époques plus anciennes, mais pour le XXe siècle et surtout pour la seconde moitié, il y a encore peu de recherches menées sur l'odorat, le toucher et le goût. Ce déséquilibre est lié à un domaine que l'on appelle en histoire des sens les hiérarchies sensorielles. L'idée historiquement changeante de savoir quel sens était particulièrement prononcé ou important à certaines époques. Alors que dans l'Antiquité, par exemple, le sens de l'ouïe était associé à la transmission des connaissances, puisque celle-ci était essentiellement orale. Cela s'est déplacé avec les débuts de l'imprimerie vers la vue, qui est de nos jours considérée comme l'essence intellectuelle de la transmission de la connaissance. Le goût et l'odorat, en revanche, sont considérés comme des sens moins dominants. Dans le but d'interroger cette information, mon projet de recherche actuel porte principalement sur l'odorat. Quel rôle a-t-il joué dans le soi-disant siècle des images et des sons? A-t-il même joué un rôle après tout? Et cela concerne-t-il également l'histoire politique? Et comment en retrouver la trace puisque les odeurs sont fugaces et que, contrairement aux images et aux sons, nous ne dispensons guère d'échantillons olfactifs historiques? Dans la suite de mon exposé, je vais citer quelques exemples de la manière dont les perceptions olfactives du XXe siècle peuvent être retracées à l'aide de sources écrites, visuelles et même sonores. Cela ouvrait sur plusieurs domaines. Le premier est le domaine des odeurs extérieures. Ce qui nous intéresse là, ce sont les paysages osmotiques que l'on peut envisager comme des smellscapes ou paysages olfactifs et dans lesquels les odeurs industrielles jouent un rôle important. Dans les États socialistes qui se considéraient comme des États ouvriers et paysans,
L'industrie et l'agriculture étaient prédestinées à être les fleurons d'un socialisme réussi. En RDA, par exemple, les régions de Halle-Bitterfeld et de Karl-Marx-Stadt, aujourd'hui Chemnitz, étaient considérées comme des régions modèles et la cheminée d'usines fumantes fait partie de la tradition iconographique d'une industrialisation réussie. Cependant, cette image change radicalement d'orientation au cours des années 1970. Les pénuries de matériaux, les goulets d'étranglement dans la production, les accidents industriels graves et surtout la fumée des cheminées d'usines désormais détestée en tant que pollution atmosphérique et la pointeur des eaux usées contaminées par des produits chimiques sont désormais perçus comme des paysages dystopiques et retards économiques. Dans les deux États allemands, ces plaintes donnent lieu à de vives protestations au nom du paradigme environnemental. Dans la première moitié du siècle déjà, on retrouve de nombreuses plaintes individuelles ainsi que des confrontations entre des villes et des entreprises industrielles, notamment des usines de teinture de la soie, des usines de fabrication de savon, des usines de torréfaction de café. Les questions de pollution atmosphérique suscitent de plus en plus de protestations collectives et organisées, en particulier dans les régions industrielles telles que Manchester au Royaume-Uni, Pittsburgh aux États-Unis ou dans la région de la Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne. Des associations et des initiatives citoyennes de lutte contre la pollution est créée qui prennent en charge des cas individuels et assez fréquemment les portent devant les tribunaux en engageant des actions en justice. L'attention se déplace alors de plus en plus des odeurs vers les dangers non perceptibles ou non immédiatement perceptibles dans l'air comme le monoxyde de soufre ou les métaux lourds et autres poissons dans l'agriculture également. En RDA aussi, les questions de protection de la nature jouent un rôle de plus en plus important et là aussi, ce sont d'abord les odeurs qui dérangent. Les études sur les dommages causés par la fumée dans la sylviculture, en allemand Rauchschadenforschung, et les diagnostics du paysage fournissent dans les premières années de la RDA des impulsions pour une politique marxiste de lutte contre la pollution. Au cours des années 1970, cependant, ces avancées des scientifiques se heurtent de plus en plus à des résistances, notamment dans le classement confidentiel de la politique environnementale. Inspirés par la couverture médiatique des groupes écologistes ouest-allemands, de nombreux groupes écologistes s'y créent également en RDA, abrités par l'Église dans les années 1980. Ils deviennent l'une des principales cibles de la police secrète Stasi. Le paroxysme est atteint avec l'attaque de la bibliothèque de l'environnement à Berlin-Est en novembre 1987. Dans la revue Arche, notamment issue du mouvement écologiste, la pointeur devient un marqueur permettant de critiquer l'échec de la modernisation. Cette critique pouvait être exprimée de manière directe, comme dans le film du mouvement écologiste et est-allemand Bitteres aus Bitterfeld, Armee Bitterfeld, dans lequel la métaphore uns stinkt's s'appuie ici, devait être comprise non seulement comme une critique olfactive, mais aussi dans un sens politique, comme une critique de l'ensemble du système. Mais la gêne olfactive s'est également exprimée de façon plus nuancée.
un enregistrement de 1982 du groupe de pop Silly prouve qu'il faut parfois écouter de la musique si l'on veut se lancer sur la piste insaisissable de la perception olfactive. Au début des années 80, ce groupe est-allemand a glissé de plus en plus de messages critiques à l'égard du gouvernement dans ses chansons en utilisant ce qu'on appelle des éléphants verts, des critiques véhémentes si évidentes qu'elles entraînaient forcément des censures des autorités qui du coup négligeaient les critiques plus subtiles disséminées dans le reste des chansons autorisées à être enregistrées. Dans ce cas, pourtant, cette stratégie n'a pas fonctionné. La chanson Dicke Luft, Air pesant, n'a pas été incluse dans l'album Mondklamotte de 83. Elle n'y a été ajoutée que lors de sa réédition après 89. Dans ses paroles, le groupe avait critiqué la pollution atmosphérique. Dans les deux États allemands, cette prise de conscience de la pollution de l'air et des eaux a abouti à de nouvelles lois. L'Allemagne de l'Est a adopté en 1966 ces mesures pour le maintien de la propreté de l'air, peu concrètes, et l'Allemagne de l'Ouest a promulgué la loi fédérale sur le contrôle des émissions, Bundesemissionsschutzgesetz. Dans les deux États, les mouvements écologistes extraparlementaires ont critiqué leur système respectif, le capitalisme libéral pour les uns, l'économie planifiée pour les autres. Ces deux mouvements ont finalement débouché sur la scène politique parlementaire en RFA avec la fondation du Parti écologique Die Grünen, les Verts en 1980, en RDA avec la formation de son homologue est-allemand Bündnis 90. Tous deux ont fusionné quelques années plus tard et sont hissés au fil du temps au rang de partis bénéficiant de la plus forte popularité en 2021, ayant pour la première fois la chancellerie à portée de main, même si le paradigme n'est plus la lutte contre la pollution atmosphérique, mais la politique climatique. Alors qu'à l'ouest, des interdictions de circulation et l'usage du pot catalytique ont été mises en place pour faire face au smog en 1976, de telles corrections ont été largement absentes à l'ouest. Le chauffage au charbon et les mélanges de temps sont devenus de plus en plus l'exception à l'ouest, tandis qu'il restait la norme à l'est. Les frontalières ont remarqué la différence sensorielle de façon de plus en plus nette, comme l'a résumé ce reportage du magazine Stern dans un sous-titre formulé comme un impératif sensoriel. Il ne faut pas demander comment de vivre ici, sinon on n'obtient pas la bonne réponse. Il faut voir, sentir et renifler. Mais au gré des développements technologiques et économiques divergents, les intérieurs domestiques ont eux aussi développé des odeurs distinctes liées à la partition. Peu après la disparition politique de la RDA, le 19 octobre 1990, un journaliste de l'hebdomadaire Die Zeit déplorait la fin d'une senteur particulière. Elle s'évapore déjà et bientôt elle aura complètement disparu, l'odeur de la RDA. Au fil des ans, elle accueillait
l'Allemand de l'Ouest de ses premiers pas dans ce pays étranger, soulignant son étrangeté, savant déjà à créer l'ambiance. Elle émanait de chacun des objets que le voyageur devait d'abord traverser. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Me disais-je à chaque fois, puis je finirai bien par arriver à la définir. Le journaliste a été particulièrement frappé par les odeurs intérieures. Après avoir mis le nez dans tous les produits de nettoyage de RDA, il a fini par l'identifier dans le nettoyant pour sol Vofa-Zept. Citation: agressive, dominante, impassible à confondre avec son composé de chlore. Voici l'odeur de la RDA. Produit précisément dans ce VEB Chemie Combinat, l'entreprise chimique d'État de Bitterfeld, qui marquait déjà si fortement l'environnement extérieur de son sceau olfactif. Cette anecdote peut contribuer à l'exotisation de l'odeur de la RDA, une chose à éviter dans le cadre d'une comparaison symétrique. C'est pourquoi je tiens à souligner que les odeurs de l'ancienne Allemagne de l'Ouest s'estompent elles aussi, bien sûr, qu'il agisse de l'encaustique des vieux couloirs administratifs, de la poussière de craie des écoles ou de l'ambiance des bâtiments multifonctionnels des années 70 avec leur odeur pénétrante de colle à moquette disparue depuis, victime du désamiantage. Les odeurs intérieures des bâtiments administratifs et officiels étaient en effet un thème récurrent en Allemagne de l'Ouest. Les écoles ont dû fermer parce que des vapeurs malodorantes telles que le formaldéhyde s'échappaient des moquettes et des dalles de plafond, provoquant nausées, brûlures aux yeux et maux de tête. En conséquence de quoi, des normes obligatoires pour la qualité de l'air en intérieur ont été exigées également à l'Ouest. Les senteurs artificielles, c'est-à-dire les parfums, constituent également un sujet politiquement très intéressant, comme je vais vous l'expliquer dans une brève digression sur les 18e et le 19e siècle. L'historien de l'Europe de l'Est, Karl Schlögl, vient de consacrer un livre entier à la parfumerie soviétique. Il est notamment question du parfum Krasnaya Moskva de 1925 et de l'histoire de sa création. L'histoire de la parfumerie russe remonte à la Révolution française, lorsqu'après la victoire du peuple à Paris, les odeurs de luxe de l'Ancien Régime sont devenues suspectes, les parfumeurs ont fui vers l'Empire tsariste. L'un d'eux, Ernest Beau, surnommé le Napoléon du parfum, y aurait créé le parfum bouquet Catherine II pour la mère du tsar, rebaptisé le bouquet préféré de l'impératrice. Selon une autre légende, le créateur de cet parfum est Auguste Michel, fils d'un chaudronnier de Savon du sud de la France. La particularité de ce parfum résidait dans son abstraction. Sa combinaison de plus de 60 composantes exhalait, comme l'a décrit un témoin contemporain, citation, un arôme fin, chaud et noble avec un soupçon de fleurs d'oranger qui était également associé à, citation, une belle chaleur, une rêverie enjouée, une euphonie plastique mélodique. Un parfum basé sur un complexe de violettes mêlant de l'iris, de G et des notes de jasmine
ainsi que de la bergamote, du néroli, du pamplemousse, de la coriandre, de la vanille, de l'ambre, du patchouli et de la muscade, pour ne citer que quelques-uns de ces composants. Cette combinaison de composants les plus divers, qui ne sont plus orientés dans une seule direction, comme c'est le cas pour les parfums floraux traditionnels, suivant en réalité la tendance générale du modernisme classique vers l'abstraction, telle que nous la connaissons également dans les domaines des beaux-arts, de l'architecture ou de la musique. Et les essais du parfumeur russe Mikhail Lokupov dans les années 30 nous montrent à quel point il est pertinent de considérer la parfumerie comme un art contemporain politique. Ce dernier cherchait à créer un parfum de l'air soviétique imprégné par la technologie dont les notes devaient évoquer le ciment, l'acier, le béton et le fer. Le parfum probablement le plus célèbre de nos jours, Chanel numéro 5, créé à Paris en 1925, est généralement considéré comme le premier parfum abstrait. Krasnaya Moskva, comme l'a démontré Schlegel, partage en réalité avec ce dernier bien plus que cette abstraction. Son créateur, Ernest Beau, a travaillé en Union soviétique, mais il est rentré en France après avoir été exproprié par les bolcheviks. Il aurait vendu la formule du bouquet préféré de l'impératrice à Coco Chanel, qui en a tiré son grand succès, le numéro 5. Cependant, les deux parfums ont pris des chemins totalement différents. Alors que Chanel numéro 5 a acquis une image bourgeoise et en tant que parfum de la classe supérieure, les parfumeries russes ont été nationalisées. Les parfums ont reçu des noms politiques tels que 1er mai, Octobre rouge, Coquelicot rouge ou donc Moscou rouge. Krasnaya Moskva. Et même après la Seconde Guerre mondiale, la production de parfums a été prise très au sérieux, comme en témoignent les plantations d'huile essentielle créées en Asie centrale, mais aussi la scientifisation de la parfumerie à travers un institut de la parfumerie. Cet épisode franco-russe montre non seulement la longue histoire, mais aussi la longue portée de la division de l'Europe qui s'étend de Paris à Moscou. Les parfums ont aussi été politisés dans d'autres États comme la Pologne, ainsi que l'étudie actuellement l'historienne Stefanie Weissmann de Vienne. Quant aux parfums allemands, ils ont eux aussi fait l'objet d'une politisation. En RDA, les produits des années 50 et 60 portaient souvent des noms francisés ou internationalisés tels que Souvenir, Florette ou Contezza, fabriqués par des petites entreprises. Les différences avec l'Ouest sont pourtant frappantes. Ainsi, les collections de cosmétiques et les magazines féminines de RDA soulignaient systématiquement la prédominance française en matière de parfums, tout en renvoyant aux produits de l'Union soviétique et des autres États socialistes. Les revues féminines gardaient néanmoins leur distance, le parfum étant encore marqué par le charme discret de la bourgeoisie. À la fin des années 60, 90% des femmes de RDA ont un emploi bien plus qu'en Allemagne de l'Ouest. En 1975, le livre Kosmetik für junge Leute, Kosmetik pour les jeunes, publié par les éditions Neues Leben,
pose une question rhétorique. Les cosmétiques sont-ils un luxe? Il y répond immédiatement. La femme qui approfondit sa formation professionnelle, qui travaille, qui planifie et qui gouverne doit avoir une apparence soignée. Il ne s'agit en aucun cas d'une affaire privée selon les auteurs. Citation. Il y va de son intérêt comme de celui de la société et c'est non seulement son droit mais son devoir envers ses concitoyens. D'autres ouvrages sont plus réservés sur le sujet. Citation, un parfum noble ne devrait être utilisé que dans les grandes occasions, prévient une brochure sur le maquillage de Leipzig en 1973. De toute façon, les temps sont durs pour les amatrices de parfums en RDA car en 1972, toutes les entreprises privées sont nationalisées et fusionnées de force, ce qui entraîne la disparition de nombreuses petites parfumeries. Dans les années 80, l'État ajoute l'obligation de remplacer toutes les matières premières provenant de l'étranger. De plus en plus, les parfums ne sont plus disponibles que dans les rares boutiques exquisites ou dans les intershops qui le paiement se fait exclusivement en monnaie occidentale. Certains parfums, comme La Grande et Frisson, portent encore des noms de marques françaises, mais le parfum de RDA qui connaissent un grand succès s'appuie sur des noms de produits politiquement neutres tels que velours bleu, blauer Samt, ou velours noir, schwarzer Samt. Pour de nombreux pays occidentaux, ce genre de recherche sur l'industrie de la parfumerie reste à mener. L'accent est plutôt mis sur la comparaison entre les deux pays. Les questions qui se posent alors sont: quelles interrogations sur le naturel, le genre et la classe sont-elles suscitées par l'utilisation de parfums? L'homme socialiste, par exemple, a-t-il le droit de sentir comme son homologue bourgeois en Occident et depuis quand? Quand les concepts olfactifs d'unisexe entrent-ils en jeu? Un chapitre un peu bizarre de la politique olfactive à l'Est et à l'Ouest est ce que j'aimerais appeler olfactory warfare, c'est-à-dire les guerres des odeurs. J'ai adapté le terme du chercheur Steve Goodman qui parle de sonic warfare ou guerre des sons dans le domaine sonore et qui englobe également l'utilisation de bruit dans des actes de rébellion ou des opérations de répression. La guerre des odeurs peut donc être comprise en suivant par Steve Goodman comme toute attaque contre la perception des odeurs ou comme l'utilisation d'odeurs à des fins conflictuelles. Un exemple spectaculaire de cela est la création d'une osmothèque, c'est-à-dire une bibliothèque d'odeurs humaines par le ministère de la Sécurité d'État, la Stasi. Lors des interrogatoires, les suspects étaient placés à leur insu sur des oreillers censés récupérer l'odeur des délinquants. Ces conserves d'odeur étaient ensuite stockées dans des bocaux hermétiques afin que des chiens policiers renifleurs puissent être lancés si besoin sur la piste des suspects, souvent des membres de l'opposition ou des cibles politiques. Mais même sur la frontière intérieure de l'Europe, qui séparait les deux blocs pendant la guerre froide à l'aide de filles barbelés, de miradors et d'équipements
de tir automatique, les odeurs ont souvent joué un rôle. Ainsi, des chiens tenus en laisse étaient utilisés pour repérer les éventuels fugitifs avec le truffe. Au début, des chevaux en même étaient entraînés à reconnaître les odeurs humaines. Des odeurs artificielles ont également été utilisées à la frontière, comme les animaux sauvages, les cerfs, les renards et les sangliers ne cessaient de pénétrer dans les installations frontalières et de déclencher de fausses alarmes. Les concepteurs de la frontière ont érigé des barrières olfactives, des récipients contenant des liquides à l'odeur forte, éloignaient les animaux sauvages du no man's land de la frontière selon les dossiers de services de renseignement. Je travaille actuellement avec un groupe d'historiens internationaux sur un ouvrage consacré à la guerre sensorielle au sein de la guerre froide mondiale qui étudie différents stades des affrontements sensoriels depuis la séduction et la division odorante culturelle sous-jacente en passant par la propagande explicite jusqu'à la guerre sensorielle au moyen de produits chimiques ou encore la privation sensorielle dans les cas de torture ou de lavage de cerveau. Si jusqu'à présent nous avons parlé d'odeurs différentes selon les pays, on peut objecter à juste titre que l'air en tant que vecteur d'odeur est un moyen transnational qui se soucie assez peu des frontières nationales. De fait, les odeurs comme forme de nuages, de minuscules particules agissent comme des passeurs de frontières. Par exemple, le 25 novembre 1974, des résidents du sud de Berlin-Ouest ont enregistré une nuisance olfactive très forte et à grande échelle dont la source, vu la direction du vent, ne permettait qu'une seule conclusion. Ces odeurs venaient de RDA. Quand de nombreux résidents ont été atteints de nausées et de vomissements, le sénateur de la santé de Berlin-Est est intervenu. Les premières enquêtes ont révélé qu'aucune canalisation cassée n'était à déplorer à l'ouest. Et pourtant même, la chute du vent en provenance de l'Est n'a apporté aucun soulagement, au contraire. Les plaintes ont continué, selon lesquelles ni porte ni fenêtre ne pouvaient arrêter cette odeur pestilentielle. Début décembre était clair, la pointure empirait. Non seulement la presse a commencé de froncer le nez, mais le conflit des odeurs a atteint un niveau supérieur. Dans ce cas et dans d'autres similaires, les autorités locales berlinoises ont demandé l'aide du ministère des Affaires étrangères pour que la représentation permanente de la République fédérale à Berlin-Est soulève la question auprès des autorités de la RDA et demande des éclaircissements. Devant le refus des affaires étrangères qui disaient avoir déjà assez à faire par ailleurs, les autorités locales se sont tournées vers les administrations militaires occidentales alliées pour obtenir de l'aide. Pour mieux étayer la plainte, l'équipe chargée de mesurer la pollution de l'air au sein du bureau berlinois Santé et Environnement s'est déplacée avec des véhicules de mesure spécialement équipés afin de déterminer les molécules d'odeur dans l'air au moyen d'une chimiochromatographie. Le seul problème était que,
Selon un avis d'experts du ministère de l'Intérieur, ces appareils pouvaient déterminer la composition de l'air, mais pas ce qui, dans cette composition, était gênant pour les humains. Selon l'avis des experts, le meilleur instrument restait le nez humain. Néanmoins, les véhicules de mesure ont été utilisés pour cartographier ce qui est devenu un coin odorant d'un demi-kilomètre de large et jusqu'à 8 kilomètres de long que l'on retrouvait non seulement dans l'air de Berlin-Est, mais aussi dans les archives des autorités. Cependant, au-delà de cette mesure quantitative du fléau invisible, la description qualitative s'est avérée particulièrement difficile car les descriptions de ces mauvaises odeurs allaient de choux brûlés à colle bouillante. Les taxonomies olfactives que varient d'une personne à l'autre et l'absence d'unité de mesure unitaire constituent un problème récurrent dans la recherche sur les odeurs. Il est donc d'autant plus remarquable que les odeurs aient été représentées visuellement ici au moyen de la cartographie. Cela peut sembler une confirmation de la thèse de la primauté visuelle ou oculocentrisme qui suppose la domination de la vision à l'ère moderne. Et de fait, le savoir du XXe siècle est fortement influencé par les visualisations. C'est pourquoi des graphiques abstraits, des tableaux et des diagrammes ont été utilisés pour répertorier même ces problèmes d'odeur, comme on peut le constater dans les archives. Les plaintes subjectives fondées sur les seules impressions olfactives ne seraient pas retenues en premier lieu. Ce n'est qu'une fois cartographiée et systématisée que la puanteur devient visible et atteint une dimension objectivable. Seule la représentation visuelle rend négociables les problèmes perçus avec le nez. En juin 1980, après un certain nombre de nouvelles nuisances, pour certains en sens inverse aussi, le moment est enfin venu, selon la presse, la question doit être discutée au plus haut niveau germano-allemand à l'occasion de la première rencontre des chefs d'État des deux États allemands. Les conséquences législatives ne sont pas en reste. Dans les années 80, les incidents transfrontaliers sont stipulés dans les accords environnementaux en application d'un traité de base entre la RDA et la RFA. Mais ces conflits transnationaux liés aux odeurs ne sont pas seulement produits à la frontière germano-allemande. Le Rhin, frontière fluviale entre la France et l'Allemagne, a également fait l'objet pendant des années de plaintes pour mauvaise odeur. Et il y avait aussi des problèmes à l'Est. À la fin des années 70, une odeur nauséabonde s'est répandue de la Tchécoslovaquie vers la Bavière, bientôt surnommée la puanteur des crottes de chat. Là aussi, les politiciens se sont rapidement alarmés car des régions frontalières de la Bavière étaient prisées pour la pureté de leur air. Là aussi, les odeurs ont été mesurées, des cartes et des diagrammes ont été établis et des dossiers ont été créés sous le titre de puanteur de crotte de chat, en allemand Katzendreck. Une fois encore, la question est devenue un enjeu diplomatique. Les ambassadeurs, les premiers ministres et même le président tchécoslovaque se sont longuement exprimés sur le sujet. Le problème est resté au premier plan
de préoccupations de politique étrangère entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie jusqu'à la fin des années 80. Et la République fédérale d'Allemagne a fini par offrir à son voisin de l'Est une aide financière et technique pour moderniser ses usines chimiques avec des systèmes de filtrage. Passons maintenant du passé au présent. Aujourd'hui encore, les odeurs jouent un rôle dans la culture du souvenir des deux États allemands. Le rôle des odeurs dans la mémoire personnelle est probablement familier à la plupart des gens du fait de leur propre expérience. Certains souvenirs nous évoquent des associations non seulement avec les substances dont nous percevons le parfum, mais aussi avec les situations et les personnes que vous y associez. La tarte aux pommes fait ressurgir notre grand-mère. L'odeur d'essence rappelle la première mobilette. Peut-être un parfum précis évoque le souvenir d'une personne. Dans la recherche olfactive, ce phénomène est appelé l'effet Proust, cassé en modant dans une madeleine que le protagoniste du roman de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, commence à se souvenir de son passé. Une expérience qui peut être transférée du sens gustatif à l'odorat. Les métaphores olfactives, par exemple, sont omniprésentes dans le boom de la littérature sur la RDA après 1989 à 90. Mais ce n'est pas que d'une façon métaphorique que les odeurs jouent un rôle, on les retrouve dans la pratique sensorielle concrète. Toute une gamme de produits olfactifs vise à recréer de manière nostalgique ces mondes olfactifs divisés. L'odeur de voiture est-allemande est vendue en boîte de conserve dans les magasins de souvenirs et l'odeur des intershops remplis de marchandises occidentales devrait être bientôt commercialisée comme spray d'ambiance. On retrouve aujourd'hui encore le nom d'intershop sur des huiles de sauna. Mais en Occident aussi, il existe indubitablement une culture olfactive du souvenir qui n'est toutefois pas définie sous le terme de westalgie, mais plus largement sur celui de nostalgie. Ici aussi, les publicités pour les parfums et les cosmétiques, mais aussi pour les confiseries et les produits alimentaires mettent en scène un monde perdu de l'après-guerre faisant appel à des images idéalisées d'un prétendu bon vieux et ciblant ainsi surtout les personnes âgées à travers leurs souvenirs. En outre, on assiste de plus en plus à ce que l'historien Robert Goethe décrit en opposition à la désodorisation du 19e siècle comme une réodorisation. Une réodorisation, les odeurs sont utilisées depuis longtemps dans les pharmacies, dans les magasins de produits alimentaires et dans les grands magasins comme stimulus olfactif à la consommation. J'en arrive à la conclusion de mon exposé. Comme l'ont montré ces différents exemples, les odeurs ont certainement joué un rôle lors de la division politique de l'Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, dans les différents paysages sensoriels ainsi que dans les intérieurs privés, la différence était perçue de manière sensorielle. Dans les deux systèmes, les effluves industriels ont servi de cible aux protestations politiques. Les nuisances olfactives transnationales sont devenues des enjeux diplomatiques. L'étude des différences sensorielles permet également de tirer des conclusions sur la profondeur de la partition dans la vie des gens. Mais était-ce seulement le monde des odeurs qui était divisé ou bien aussi les sens humains?
Je voudrais clore cette conférence ouverte par un témoignage contemporain avec un autre témoignage. Lorsque Catherine Breuer, une Allemande de l'Est, évoque la RDA peu après la chute du mur, elle s'adresse elle aussi à l'odeur, mais à celle de l'Ouest. La gamine qui avait 30 ans à l'époque raconte que sur le chemin de l'école avec ses amis, elle prenait chaque jour le métro près Plentawald et passait devant une usine de biscuits occidentale située juste derrière le mur sur le territoire de Berlin-Ouest. Citation. Chaque matin, nous avons l'odeur de l'Ouest. Nous connaissions l'odeur de ces biscuits, nous savions à quoi ils ressemblaient, mais nous ne savions pas quel goût ils avaient. Lorsqu'immédiatement après la chute du mur, les fillettes sont allées acheter les biscuits en question, elles ont vécu une expérience étonnante partagée par de nombreux compatriotes. Les biscuits étaient trop sucrés. Ils n'avaient pas bon goût du tout. Au départ, de nombreux citoyens des États socialistes avaient du mal avec les produits occidentaux trop parfumés, du détergent au gel douche en passant par la nourriture. Il existe même des études médicales selon lesquelles beaucoup auraient réagi par des graves allergies. Il y a donc des raisons de penser qu'en 40 ans de division politique en Europe, non seulement les environnements sensoriels perceptibles ont radicalement changé, mais les sens eux-mêmes ont été d'une certaine façon divisés et de cette façon physique, corporelle. Merci pour votre attention.